Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, je vous préviens, ne perdez pas de temps à dire dans les commentaires que je ne devrais même pas perdre de temps à faire ce type de vidéo, même si je sais que vous le faites avec bienveillance. Mais vous allez être surpris vous-même par les angles morts que je vais mettre en lumière. Je précise également que tout ne pourra pas être développé en une seule vidéo. Alors avant de commencer, je veux qu'on fasse un exercice ensemble. Un exercice de mémoire, mais pas celle qu'on vous demande d'avoir. Vous connaissez sûrement Orwell, 1984. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. C'est ce même bouquin qu'on vous fait lire au lycée en vous disant « Regardez comme c'est flippant ce monde dystopique ». Big Brother, la novlangue, le ministère de la vérité qui réécrit l'histoire en temps réel, les télécrans qui surveillent chaque citoyen dans son salon, c'est flippant me direz-vous, sauf que c'était écrit en 1948. Orwell avait vu, et sûrement de l'intérieur me direz-vous, à juste titre, comment les États fonctionnent, comment le pouvoir se maintient, comment on fabrique le consentement, et il nous l'a mis sous les yeux, mais emballé dans un roman pour que ça passe mieux. Vous connaissez également le Truman Show, ce film où Jim Carrey vit toute sa vie dans un décor fabriqué, entouré d'acteurs, filmé 24 sur 24 sans le savoir, persuadé que son monde est réel, alors que tout est scripté. Eh bien, c'est la métaphore parfaite de nos sociétés modernes. On vit dans une réalité construite avec des narratifs préfabriqués, des ennemis désignés, des crises orchestrées. Et comme Truman, la plupart des gens ne voient rien. Parce que voir, ça voudrait dire remettre en question tout ce qu'ils croient savoir. Et ça, c'est trop douloureux. Vous connaissez Huxley, le meilleur des mondes, écrit en 1932. Un monde où les gens sont contrôlés non pas par la force, mais par le plaisir, par la distraction permanente, par une drogue qui les maintient heureux et dociles. Huxley avait compris que le totalitarisme du futur ne ressemblerait pas à des bots militaires dans la rue. Il ressemblerait à Netflix, TikTok et des anxiolytiques sur ordonnance. Les gens ne se rebellent pas quand ils sont divertis. Ils scrollent. Ces auteurs, ces cinéastes, tous ces films, ces séries qui ont dessiné le futur, ils nous prévenaient depuis des décennies. Mais c'était de la fiction d'après certains, du pur divertissement. Rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, il y a une question qui revient souvent. Pourquoi nous le montrer alors qu'il pourrait tout faire discrètement? C'est une bonne remarque. Et justement, dans cette lecture-là, l'affichage fait partie du mécanisme. Leur idée est très simple. C'est que montrer des éléments à l'avance, que ce soit dans les clips, les concerts, le cinéma, les cérémonies, sert à habituer, à normaliser, parfois même se moquer, mais surtout à créer une forme de consentement implicite. Grosso modo, on te l'a montré, tu n'as rien fait, donc tu as accepté. Simple comme bonjour. Des travaux académiques qui analysent ces discours en ligne révèlent précisément ce type de formulation. Et si on doit ajouter la couche karmique, il s'appuie sur un autre registre. Parce qu'il faut aussi voir les choses sous leur angle pour bien comprendre. Car la notion de karma comme loi morale de cause à effet, donc action-conséquence, est très présente dans plusieurs traditions philosophiques et ésotériques modernes, notamment la théosophie de Blavatsky. On parle aussi de loi de karma et de loi spirituelle régissant les conséquences des actes. Le principe est le suivant. S'ils révèlent, préviennent d'une manière ou d'une autre, ils s'épargnent donc d'une dette karmique. Parce qu'ils n'agissent pas totalement dans l'ombre. Sauf que maintenant, on n'a plus besoin de fiction. On a des déclarations officielles, comme la vidéo de l'OTAN que je vous ai partagée dans la dernière vidéo. Vidéo que beaucoup ont d'ailleurs dénoncée comme étant un fake, ce que vous avez le droit de croire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle est bel et bien présente sur la chaîne du Collège de défense de l'OTAN, qui est tout de même l'école des officiers supérieurs de l'organisation. Vous pouvez faire des triangulations avec Grok par exemple, il vous confirmera ce que je vous dis. Désolé d'avoir zappé le lien dans ma dernière vidéo, je vous le mets dans le premier commentaire. Idem pour la vidéo du général Mandon. On ne parle pas d'un youtubeur dans sa chambre, c'est un type avec des étoiles sur l'épaule, formé à Saint-Cyr, qui a accès à des infos que vous et moi ne verrons jamais. Et ce mec, devant des caméras, il nous dit de nous préparer. Il nous parle de conflits de haute intensité. Et il nous donne surtout un horizon
2030. Quand un général parle, ce n'est pas pour faire le buzz ou pour vendre une formation. C'est parce qu'il sait des choses, qu'on l'a poussé à venir dire ces choses au pupitre. Et ce qu'il sait, visiblement, ça l'inquiète assez pour qu'il prenne la parole publiquement. Et puis, il y a Macron, celui qui est censé rassurer, nous dire que tout va bien, que la France est forte. Et qu'est-ce que nous dit ce Macron? Que les prochaines élections pourraient ne pas se dérouler normalement. Qu'on entre dans une période où tout peut basculer. Le chef de l'État qui nous prévient que le cadre démocratique normal pourrait sauter. En direct à la télé nationale et à une date bien choisie, le 31. Je vous reparlerai dans une vidéo de ce que représente le 31 et plus précisément les vœux du 31. Ce qu'il se passe chez d'autres à cet instant précis. Vous verrez, ça fait froid dans le dos. Mais en fait, tout ça n'est pas nouveau, mes amis. Les États ont toujours prévenu. Le problème, c'est que personne n'écoute. Vous connaissez sûrement l'histoire du golfe du Tonkin. 1964, les États-Unis annoncent que leurs navires ont été attaqués par le Vietnam du Nord. Prétexte parfait pour escalader la guerre. Résultat, des millions de morts. Sauf qu'on a appris des décennies plus tard que l'attaque avait été soit inventée, soit grossièrement exagérée. En gros, un prétexte fabriqué pour justifier une guerre déjà planifiée. Vous connaissez aussi l'histoire des armes de destruction massive en Irak. Colin Powell à l'ONU en 2003 avec sa petite fiole. Ses photos satellites, ses fameuses preuves irréfutables. Résultat, invasion de l'Irak, chaos, des centaines de milliers de morts et ensuite Daesh qui émerge des décombres. Et les armes, jamais trouvées, tout simplement parce qu'elles n'existaient pas. Encore un prétexte. Vous connaissez l'incendie du Reichstag en 1933, un bâtiment qui brûle, Hitler qui accuse les communistes et hop, état d'urgence, pouvoirs exceptionnels, suspension des libertés et le début du régime nazi. Un prétexte, un incendie et l'histoire bascule. À chaque fois, le schéma est le même. Un événement réel ou fabriqué, une émotion collective, une peur ou une colère et des mesures exceptionnelles qui deviennent permanentes. Ça fait des siècles que ça fonctionne et ça fonctionne toujours aussi bien parce que les gens ont la mémoire courte. Et maintenant, regardez ce qu'on a aujourd'hui. La Russie, la Chine, l'Iran, le terreau, l'immigration, le changement climatique. Des prétextes énormes, bien plus gros que le golfe du Tonkin. Bien plus effrayants que des armes de destruction massive imaginaires. Des prétextes qui peuvent justifier n'importe quoi. Des guerres, des restrictions, des mobilisations, des contrôles. Et tout est déjà en place. Les narratifs sont installés. Les ennemis sont désignés. Les populations sont conditionnées. Il manque quoi d'après vous? Le déclencheur. Rien que le déclencheur. L'événement qui fera basculer l'opinion. Le nouveau 11 septembre dont certains parlent ouvertement. Et on a vu tout au long de la dernière décennie que quand l'État a une décision en tête, le false flag n'est jamais loin. Et ce jour-là, ceux qui n'auront pas écouté se réveilleront dans un monde qu'ils ne reconnaîtront plus. Comme les Allemands de 1934 qui se demandaient comment ils en étaient arrivés là. Maintenant, parlons des commentateurs, les sceptiques, les tout ira bien. Vous les connaissez, vous les avez lus et relus sous mes vidéos. Vous en avez même peut-être dans votre propre famille, dans votre entourage. Ce sont ceux qui, à chaque alerte, à chaque signal, à chaque preuve qu'on leur met sous le nez, trouvent toujours une pirouette pour minimiser. Arrête de stresser, c'est pour faire peur. T'es parano. Mais Kamel, il fume. Ces gens-là, je vais vous dire exactement ce qu'ils sont. C'est les mêmes profils que les gauchistes qu'ils prétendent détester. Exactement les mêmes. Le gauchiste, il fait quoi depuis 50 ans? Il commente, il critique, il a un avis sur tout. Il sait mieux que tout le monde ce qu'il faudrait faire. Il te parle de solidarité, de justice sociale, de vivre ensemble avec des grands concepts et des belles phrases. Et au final, il a construit quoi? Rien. Il a protégé qui? Personne. Il a passé des décennies à critiquer ceux qui bossent, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des risques. Et pendant ce temps, lui, il théorisait depuis son salon. Le pays est devenu ce qu'il est devenu et il continue de commenter. Le sceptique de mes vidéos, c'est son jumeau. Il commente, il sait mieux. Il n'a jamais lu la loi de programmation militaire, mais il a un avis dessus. Il n'a jamais regardé les tonnes de vidéos plus qu'explicites qui circulent sur les réseaux, celles des
nombreux membres du commandement de l'OTAN qui parlent ouvertement de leurs intentions, mais il sait que c'est exagéré. Il connaît pas l'histoire des mobilisations, mais il est certain que ça ne peut pas arriver ici. Et pendant qu'il distribue ses certitudes depuis son canapé, il prépare quoi? Il protège qui? Il construit quoi pour sa famille? Eh bien, rien. Il scrolle et il se sent intelligent parce qu'il ne cède pas à la panique, entre guillemets. Sauf que voilà le truc. Un mec qui dort, c'est son problème. Qu'il dorme, qu'il se réveille un matin avec une convocation et qu'il réalise qu'il n'a rien anticipé, c'est sur lui. Chacun ses choix, chacun ses conséquences, mais ces mecs-là, ils ne dorment pas en silence. Ils ronflent fort, très fort. Et surtout, ils secouent ceux qui commencent à se réveiller pour leur dire « Chut, endors-toi, c'est rien, t'as juste rêvé ». Et ça, c'est plus le même problème. Vous savez ce que c'est qu'un aveugle qui guide d'autres aveugles? C'est un accident collectif. Le mec qui ne sait pas nager et qui dit aux autres « Vas-y, saute, l'eau elle est bonne !» Ce n'est pas un optimiste, c'est un danger public. C'est exactement ce que font ces commentateurs bisounours. Ils rassurent des gens sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils distribuent des « t'inquiète » comme des bonbons sans avoir vérifié une seule source, lu un seul texte de loi, étudié un seul précédent historique. Et des gens les écoutent, des gens qui commençaient à ouvrir les yeux, à poser des questions, à envisager de se préparer. Ces gens-là tombent sur un commentaire du genre « Mais non, c'est n'importe quoi, Kamel, il exagère !» Et ils se rendorment. Ils se rendorment car ils sont rassurés par quelqu'un qui en sait encore moins qu'eux. Vous voulez savoir pourquoi je suis aussi dur avec eux? Ce n'est pas personnel, c'est mathématique. Chaque personne qui ne se prépare pas, c'est une personne de plus dans le chaos le jour où ça pète. C'est quelqu'un qui va paniquer, qui va courir à sa banque et trouver porte close. Rappelez-vous de ceux qui se battaient pour du papier toilette. C'est les mêmes. C'est une personne qui va faire la queue pour des consignes, qui va encombrer les routes, qui va surcharger les systèmes. Et chaque famille qui n'anticipe pas, c'est une famille qui va se retrouver dépendante de l'État, dépendante des autres, dépendante de ceux qui auront eu la lucidité de voir venir. Et chaque commentateur qui décourage les autres de se préparer, il multiplie ce problème. Il crée des futurs dépendants, des futurs paniqués et donc des futurs fardeaux. C'est exactement pour ça qu'ils sont dangereux. Pas parce qu'ils pensent différemment, ça c'est pas grave, mais parce qu'ils contaminent, parce qu'ils propagent leur aveuglement comme un virus. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'ils se croient rationnels. Ils pensent que ne pas paniquer, c'est un signe d'intelligence. Que garder son calme, c'est une preuve de maturité. Que ne pas céder à la peur, c'est la marque des gens raisonnables. Non, rester calme face à un danger réel, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'inconscience. C'est le passager du Titanic qui voit l'iceberg et qui dit « Ça va, le commandant, il gère ». C'est le mec de Pompéi qui voit le Vésuve fumer et qui dit « T'inquiète, ça fait toujours comme ça ». L'intelligence, ce n'est pas de nier le danger, c'est d'évaluer le danger correctement et d'agir en conséquence. C'est de regarder les signaux, les preuves, les précédents historiques et de prendre des décisions rationnelles basées sur ce qu'on observe et pas sur ce qu'on espère ni même sur ce qui nous arrange, uniquement sur ce qu'on observe. Et ces gens-là, ils n'observent rien. Ils espèrent que ça ira, ils espèrent qu'ils ont raison, ils espèrent que le monde correspond à l'image confortable qu'ils s'en font et ils appellent ça du réalisme. Je vais vous faire une comparaison que vous allez rapidement comprendre parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des gens intelligents et je le pense. 2019, quelqu'un vous dit « Dans 6 mois, tu ne pourras plus sortir de chez toi sans une attestation papier. Tu pourras plus aller au restaurant sans montrer un QR code. Des gens vont perdre leur travail parce qu'ils refusent une injection. Des soignants vont se faire virer en pleine crise sanitaire. » Est-ce que vous l'auriez cru? Bien sûr que non. Vous auriez dit qu'il exagère, que c'est impossible, que la France ce n'est pas la Chine, que ça ne peut pas arriver ici. Et pourtant, tout est arrivé point par point. Exactement comme les complotistes l'avaient annoncé. Alors quand les mêmes voix qui avaient raison sur le Covid, sur le pass, sur les restrictions te disent maintenant que ça va aller plus loin, que la mobilisation est sur la table, que les libertés vont continuer à se réduire, tu fais quoi? Tu les écoutes ou tu refais la même erreur que la dernière fois? Les commentateurs de canapé, eux, ils refont la même erreur à chaque fois. Comme un hamster dans sa roue, incapable d'apprendre, incapable de connecter les points, incapable de voir
savent que le film qu'on leur joue, c'est toujours le même, mais juste avec des costumes différents. Donc mon message pour eux est simple. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire que tout ira bien, que l'État vous protégera, que les institutions tiendront, que la France est différente, que cette fois ce n'est pas pareil. C'est votre vie, assumez, mais mettez-la en veilleuse quand les adultes parlent. Arrêtez de polluer l'espace de ceux qui essaient de comprendre. Arrêtez de décourager ceux qui commencent à voir. Arrêtez de jouer les sages alors que vous n'avez rien lu, rien vérifié, rien préparé. Parce que le jour où vos certitudes s'effondreront, et elles s'effondreront, soyez-en certains, vous serez les premiers à courir dans tous les sens, à demander de l'aide, à chercher des solutions, parce que le réel, ce n'est pas Internet, où l'on peut se draper d'un courage imaginaire. Et ce jour-là, ceux que vous traitiez de parano auront autre chose à faire que de vous rejouer le scénario. Les pessimistes sont généralement des profils de personnes qui ne supportent pas de voir le décor bouger. Ils ne veulent pas comprendre ni s'adapter, ils veulent juste que tout reste comme avant, même quand le navire prend l'eau. Et le pire, ce n'est pas juste qu'il coule, le pire c'est qu'ils veulent couler en groupe. Ils veulent que tout le monde sombre avec eux parce qu'au fond, ça les rassure. Ils pensent que si personne ne s'en sort, alors leur vie n'a pas été un choix, mais c'était la norme. C'est exactement pour ça qu'ils sont dangereux. On les reconnaît assez vite. Ils se comportent de la même manière face à la réussite. Ils n'aiment pas voir quelqu'un briller, se structurer, sortir du rang, gagner en liberté. Pour eux, tout ça, c'est de l'arnaque, c'est des escrocs, c'est des vendeurs de rêves. Vous connaissez le registre. Leur idéal, ce n'est pas la justice ou l'équilibre, ni même de vivre mieux. Leur idéal, c'est que tout le monde subisse le même schéma qu'eux ont accepté toute leur vie. Bosser, payer, la fermer, engraisser le fisc et appeler ça être adulte. Sauf que tout le monde n'accepte pas cette soumission. Il y a des gens qui ont un truc que ces profils n'auront jamais. C'est le courage de penser par eux-mêmes, de créer, de voyager, de partir vivre où l'herbe est plus verte. Le courage de regarder le monde tel qu'il est, pas tel qu'ils aimeraient qu'il soit. Et surtout, le courage de s'adapter quand les vagues grossissent. Au lieu de faire les héros devant une catastrophe en disant « Moi, je bouge pas, je suis chez moi ». Et pour vous faire comprendre à quel point ce mécanisme est vieux comme le monde, ça me rappelle une histoire que vous devez connaître. L'histoire des éleveurs d'escargots français et britanniques. Alors, vous avez un éleveur britannique qui décide de tester un truc simple, c'est qu'il met ses escargots dans un seau haut, bien lisse, impossible à escalader. Il se dit, c'est bon, je peux partir sans mettre de couvercle sur le seau, ils resteront là. Sauf que quand il revient, le seau est presque vide. Les escargots se sont organisés, ils ont grimpé les uns sur les autres. Un escargot a servi de marche, puis un autre, et un autre, c'était lent, mais ils ont fini par sortir. Le même test est raconté chez un éleveur français. Il met ses escargots dans un seau, il part confiant, et quand il revient, ils sont tous encore au fond. Et là, il dit un truc qui résume tout. Pas besoin de couvercle, dès qu'un escargot essaie de monter, les autres le ramènent en bas. Alors mes amis, peu importe que l'histoire soit vraie ou non au sens humain, parce que vous voyez exactement le principe. Dans le premier seau, vous avez des individus lents, faibles, pas faits pour la vitesse, mais ils ont un instinct. Sortir. Ils comprennent que rester au fond, c'est mourir. Donc, ils se servent les uns des autres. Ils s'appuient, ils montent, ils testent, ils persistent. Ils ne parlent pas beaucoup, ils font. Et dans le second saut, tu as des individus qui ne se disent pas comment sortir. Ils se disent pourquoi lui sortirait. Et comme ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'un autre s'extrait du piège, ils préfèrent tous rester enfermés plutôt que de voir un seul s'en sortir. Et c'est exactement ce que font les pessimistes. Ils voient quelqu'un qui veut fuir le seau et au lieu de se demander mutuellement comment tu fais, ils se demandent pourquoi tu fais ça. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas t'en sortir? Arrête de faire peur. Arrête de délirer. De toute façon, ça ne sert à rien. On ne peut rien faire. C'est partout pareil. C'est ça leur poison. Ils ne veulent pas d'un plan. Ils veulent une excuse. Ils ne veulent pas d'une issue. Ils veulent un prétexte pour rester au fond. Et surtout pour que toi aussi tu y restes. Et je vous le dis franchement, si aujourd'hui vous avez compris que le seau se resserre, que les règles changent, que le monde devient plus dur, plus instable, plus
contrôler. Alors vous n'avez pas le droit de vous laisser hypnotiser par ceux qui ont choisi de mourir au fond, puis de vous convaincre que c'est la sagesse. La sagesse, ce n'est pas d'être immobile. La sagesse, c'est de bouger avant d'être poussé. C'est de préparer des portes de sortie même si vous ne les utilisez jamais. La sagesse, c'est de devenir un escargot qui grimpe, pas un escargot qui tire les autres vers le bas. Maintenant, mes amis, on va rentrer dans le concret. On va parler de la loi. Pas de ce que les gens pensent qu'elle dit, ni de ce qu'ils imaginent. Je vous parle de ce qu'elle dit vraiment, noir sur blanc, publié au journal officiel de la République bananière française. La loi de programmation militaire 2024-2030, votée par l'Assemblée nationale, promulguée, applicable, référence pour ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes, JO du 2 août 2023. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, je vais vous traduire ce que ça veut dire concrètement pour vous et vos familles. Donc, premier élément, la réquisition. Article L 2212-1. En cas de menace actuelle ou prévisible sur les activités essentielles à la vie de la nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur les engagements internationaux de la France, le gouvernement peut ordonner par décret la réquisition de, je cite, toute personne de tous les biens et de tous les services nécessaires. Vous avez bien lu, toute personne, pas les militaires de carrière, ni même les réservistes volontaires, toute personne, toi, moi, ton voisin, le boulanger, l'informaticien, le chauffeur routier. Si l'État estime que vous êtes nécessaire, vous pouvez être réquisitionné. Ensuite, article L2212-2. Même logique, mais en version accélérée. En cas d'urgence, le Premier ministre peut décider seul par simple décret, sans passer par le Conseil des ministres. Donc, traduction, si ça chauffe vraiment, ils n'ont pas besoin de réunion, pas besoin de débat, de procédure. Un décret, une signature et c'est applicable immédiatement. Et lisez bien la dernière phrase. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions. Et ça devrait vous rappeler l'Ukraine et les scènes qu'on a vues et revues. Celles des rafles en pleine rue de militaires qui venaient soulever toute personne étant en forme et ayant l'âge de se battre. Certains vont me dire: oui, mais c'est encadré, il y a des garde-fous. Et c'est vrai, l'article 2212-3 parle de mesures strictement proportionnées, prises à défaut de tout autre moyen et qui cessent quand elles ne sont plus nécessaires. Alors sur le papier, c'est rassurant, mais dans la pratique, qui décide ce qui est proportionné? Qui décide quand c'est plus nécessaire? C'est l'État. Le même État qui t'a dit que le confinement durerait 2 semaines. Le même État qui t'a promis que le pass sanitaire serait jamais un pass vaccinal. Les garde-fous, c'est du papier. Et le papier, ça ne résiste pas longtemps quand ceux qui écrivent les règles sont aussi ceux qui les appliquent. Deuxième élément, et là, ça devient intéressant pour tous ceux qui veulent partir avant que ça chauffe, et je précise aux gauchistes des commentaires de ne pas se réjouir trop vite, car la nuance arrive derrière. Article L 2212-6 peuvent être soumis à réquisition, premièrement, toute personne présente sur le territoire national, deuxièmement, toute personne de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Donc, juridiquement, légalement, officiellement, si tu as la nationalité française. Où que tu sois dans le monde, tu es dans le scope. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont t'envoyer le GIGN te cueillir sur une plage de Thaïlande? Non. Et ça, on va revenir dessus, patientez un peu. Mais en tout cas, le cadre juridique existe. La base légale est posée. Troisième élément, le recensement. Article 2211-1. Le Premier ministre peut ordonner un recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis. Et il peut soumettre ces personnes à des essais et exercices limités à 5 jours par an, sauf convention particulière. C'est la raison pour laquelle ce haut gradé de l'armée que vous avez vu dans cette conférence s'est adressé directement aux maires. Car ce sont les maires qui sont les mieux placés pour définir qui se trouve sur le sol de leur ville, commune ou bourgade. Et qui peuvent assez aisément déclarer qui possède quoi. Donc, traduction en français courant, avant même qu'il y ait un conflit déclaré, l'État peut vous ficher. Il peut
peut savoir ce que vous savez faire, ce que vous possédez, où vous habitez, quelles compétences vous avez et vous convoquer pour des exercices. Tout ça légalement dans le cadre de la préparation. Est-ce que vous voyez où ça mène? Ce n'est pas de la science-fiction ou encore le roman 1984. C'est la loi française applicable en 2026 et au-delà. Un système de fichage et de convocation qui peut être activé à tout moment sur simple décision administrative. Ok. Quatrième élément, la réserve. Le texte prévoit une montée en puissance massive des effectifs de réserve d'ici 2030, avec des chiffres précis, des objectifs annuels, un calendrier. On ne parle pas ici d'un truc vague, c'est planifié. Article 2171-1. En cas de menace, le dispositif de réserve de sécurité nationale peut être activé par décret en Conseil des ministres. Article L 2171-2-1. Si cette réserve est jugée suffisante, le ministre peut appeler ou maintenir en activité des réservistes soumis à obligation de disponibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as signé un engagement de réserve, même volontaire, eh bien tu peux être appelé et maintenu, pas pour un week-end, mais pour de vrai. Et ce, tant que la situation l'exige. Et c'est qui décide quand la situation l'exige plus? Encore une fois, l'État. Cinquième élément, les anciens militaires. Article L 4231-2. Certaines catégories d'anciens militaires peuvent être convoquées pour évaluation et maintien en compétence. Préavis d'un mois plafonné à 5 jours par an sur une période de 5 ans. Article L 4231-5. Dans certaines circonstances, possibilité d'appel ou de maintien en activité jusqu'à 15 jours. Donc, si tu as fait ton service, si tu as été dans l'armée à un moment de ta vie, si tu as des compétences que l'État juge utiles, t'es dans le vivier. Tu peux recevoir une convocation et si tu ne réponds pas, je te laisse imaginer la suite. Sixième élément, les sanctions. Article 2112-9 est puni le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées. Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende. Vous l'aurez compris, ce n'est pas du symbolique, c'est du pénal. Refuser une réquisition légale, c'est un délit passible de prison. Le même tarif que pour certains braquages. Alors quand quelqu'un vous écrit en commentaire: ils ne peuvent pas obliger les gens, on est en démocratie. Tu lui demandes s'il a lu l'article. La démocratie, ça veut dire que le peuple vote des lois. Cette loi a été votée démocratiquement par des députés élus. Et elle prévoit des sanctions pénales pour ceux qui refusent de se soumettre. Bienvenue dans la réalité juridique française. Et ce que je viens de vous présenter, ce n'est pas mon interprétation ou une théorie. C'est le texte. Vous pouvez le vérifier vous-même. Légifrance, journal officiel, tout est public. Et maintenant, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce que c'est légal? Car c'est légal vu que c'est voté et applicable. La question c'est jusqu'où ils iront? Dans quel scénario? À quelle ampleur? Ça, personne ne peut le promettre. Ni moi, ni les optimistes, ni les pessimistes. Ce qui est certain, c'est que les outils existent. Le cadre est prêt. Les leviers sont en place. Il ne manque plus que le contexte. Et le contexte, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se prépare avec la Chine, ce que dit l'OTAN, ce que déclarent les généraux, eh bien, vous vous dites que ce n'est peut-être pas si loin que ça. Je rappelle également quelque chose que certains ont peut-être oublié. Christine Vautrin, ministre de la Santé, qui adresse une lettre aux agences régionales de santé, indiquant qu'ils doivent se préparer à faire face à un possible engagement majeur d'ici à mars 2026. On ne parle même pas de 2030 là, mais de mars 2026. Mais connaissant l'écart entre les déclarations et les faits, je dirais qu'on n'y est pas tout à fait encore. Tout en ajoutant qu'avec eux, il faut quand même s'attendre à tout. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va s'attaquer aux objections. Toutes ces phrases qu'on entend en boucle, répétées comme des sifflets de perroquet par des gens qui cherchent des raisons de ne pas agir. On va les prendre une par une et on va les démonter. Non pas avec des émotions, mais avec des faits et de la logique. Première objection: ça sera mondial de toute façon. Il y aura nulle part où aller. Ça, voyez-vous, c'est l'argument préféré des fatalistes. Ceux qui cherchent une excuse pour rester immobiles disent souvent: à quoi bon partir puisque le monde entier sera touché? Sauf que c'est historiquement
faux. Prenez la Première Guerre mondiale, on l'appelle mondiale. 20 millions de morts, une boucherie industrielle. Et pourtant, quand on regarde les cartes, une chose saute aux yeux. L'essentiel des combats était concentré en Europe et dans quelques zones bien précises. L'Amérique du Sud était intacte. La majeure partie de l'Asie épargnée. Des dizaines de pays ont traversé cette période sans entendre un seul bruit de obus. Pendant que l'Europe s'enterrait dans les tranchées, ailleurs, on vivait, on travaillait, on construisait, on faisait des enfants. Le monde ne s'est jamais arrêté partout en même temps. Prenons maintenant la Deuxième Guerre mondiale. 70 millions de morts. La pire catastrophe de l'histoire humaine, mondiale par excellence. Et pourtant, l'Argentine accueillait des réfugiés européens qui ouvraient des commerces à Buenos Aires. Le Brésil continuait sa vie. La Suisse, au milieu du chaos, restait intacte. Le Portugal, l'Espagne, mais sous Franco bien sûr, la Turquie, tous neutres. Des millions de gens ont survécu précisément parce qu'ils étaient ailleurs, parce qu'ils avaient bougé à temps ou parce qu'ils avaient eu la chance d'être nés au bon endroit. Même le Covid, cette fameuse pandémie mondiale. Vous vous souvenez de la Suède? Pas de confinement. Les restaurants ouverts, les écoles fonctionnelles, pendant que les Français remplissaient des attestations pour avoir le droit de courir à moins d'1 kilomètre de chez eux. Eh bien, les Suédois, pendant ce temps-là, vivaient quasi normalement. La Tanzanie, le président a dit non et la vie a continué. Est-ce que c'était parfait? Bien sûr que non, mais ça prouve une chose. Mondial ne veut jamais dire uniforme. Les crises, même les plus grandes, ont toujours des épicentres et des périphéries, des zones de haute intensité et des zones tampons, des pays belligérants et des pays neutres. Et si vous me le permettez, mes amis, je vais même répondre à ces personnes qui, en dernier recours, sortent le fameux joker. Mais nouvel ordre mondial, ça veut dire mondial. Donc, quand tout va basculer, il y aura même plus Internet. Parce que les câbles, ils vont être coupés. Confondre mondial et partout en même temps, c'est une erreur de plus, très classique, et on va y répondre également. Un nouvel ordre mondial ne signifie pas que chaque mètre carré de la planète devient un champ de bataille. C'est encore une fois une pensée d'enfant de maternelle. Je ne devrais même pas perdre mon temps à répondre pour le coup, mais je vais le faire. Historiquement, ça n'a jamais fonctionné comme ça, ni en 14-18, ni en 39-45. Le mot mondial décrit l'ampleur politique, économique et stratégique, pas une destruction uniforme. Les décisions sont globales, les conséquences sont hiérarchisées. Même quand un ordre mondial bascule, les conflits se concentrent sur des zones clés, comme les carrefours énergétiques, les axes commerciaux, les régions stratégiques, les états pivots. Et pendant ce temps, d'autres zones continuent à fonctionner, à produire, à attirer des capitaux et des populations. Un nouvel ordre mondial ne s'impose pas par le chaos généralisé, mais par la recomposition. Certains territoires deviennent des zones de friction et d'autres des zones refuges. D'autres encore, des zones de contrôle économique. Croire que ce sera partout rassure paradoxalement ceux qui ne veulent rien décider. Si tout s'effondre partout, alors rester immobile devient une posture logique. Mais l'histoire montre exactement l'inverse. Quand un ordre change, ceux qui comprennent la carte avant les autres choisissent où se placer. Et les autres subissent. Donc croire que tout le monde sera touché pareil, c'est une vision d'enfant. Et j'insulte même les enfants qui ont une vision plus réaliste que certains experts en commentaire YouTube. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ce sera mondial? La vraie question c'est est-ce que vous serez au bon endroit quand l'épicentre va exploser? Et ça, c'est vous qui le décidez. Deuxième objection. Même si je pars, l'État viendra me chercher partout. Ok, on a vu que juridiquement, le texte mentionne les Français de l'étranger, c'est un fait. Mais entre un texte de loi et son exécution concrète, il y a un gouffre que les gens qui répètent cette phrase ne mesurent pas. Réfléchissez juste 2 secondes à ce que ça impliquerait. Pour venir vous chercher à l'étranger, l'État français aurait besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, savoir où vous êtes précisément. Ensuite, avoir la coopération du pays où vous résidez. Puis, mobiliser des ressources diplomatiques, juridiques, parfois même policières pour vous ramener. Et tout ça, multiplié par combien de personnes? Eh bien, c'est des centaines de milliers, des millions de Français qui vivent à l'étranger. On parle du
du même État qui met des mois à traiter un simple dossier administratif, du même État dont les administrations égarent des pièces pourtant transmises plusieurs fois, du même État où un rendez-vous en préfecture se planifie parfois à des semaines, voire des mois à l'avance, du même État dont une partie des services publics fonctionne encore avec des outils obsolètes et des procédures héritées d'un autre siècle, et dont les administrations utilisent encore des logiciels des années 90. Donc cet État-là va soudainement devenir une machine d'efficacité internationale capable de traquer des expatriés aux quatre coins du monde. Personnellement, je suis curieux de voir ça. Regardez l'Ukraine, un pays en guerre totale depuis bientôt 4 ans. Une question de survie nationale. Et ça donne des centaines de milliers d'hommes en âge de combattre qui ont fui vers la Pologne, qui ont fui vers la Roumanie, l'Allemagne et au-delà. On les a même vus traverser la frontière pour entrer en Géorgie. Vous en avez vous-même croisé un paquet en France circuler avec leurs plaques ukrainiennes. Être pris en charge par l'État français lui-même, les avoir logés quand des Français eux-mêmes ne l'étaient pas. Ils sont partout sur la Côte d'Azur, dans les stations balnéaires espagnoles, à Dubaï, en Thaïlande et j'en passe. Presque 4 ans plus tard, ils sont toujours là-bas. Et l'Ukraine, malgré sa motivation existentielle, n'arrive même pas à les récupérer. Et on voudrait me faire croire que la France, avec son administration légendaire, ferait mieux. Ce que le texte permet, c'est de rafler ceux qui seront dans le périmètre direct, c'est-à-dire tous ceux qui vivront sur le sol français à ce moment-là. Ce sera également des pressions administratives. Vous compliquez la vie pour renouveler votre passeport, par exemple. Ils vous gèleront vos comptes. Et pour ceux qui ne seront plus en France, ils vous enverront des convocations que vous ne recevrez peut-être jamais. Vous mettre en défaut légal pour vous emmerder si vous revenez un jour. C'est chiant, c'est contraignant, c'est à prendre en compte dans votre stratégie, mais ce n'est pas le GIGN qui débarque à Bali pour vous arrêter dans votre partie de beach volley. Faut arrêter de rêver. Alors oui, partir, ce n'est pas une garantie absolue. Rien n'est une garantie absolue. Mais c'est une réduction massive du risque. C'est mettre de la distance entre vous et l'épicentre. C'est compliquer la tâche de ceux qui voudraient vous contraindre. Et dans une logique de gestion de risque, c'est rationnel. Troisième objection. La mobilisation, c'est du cinéma. Ils n'oseront jamais faire ça en France. Alors celle-là aussi me fait doucement rigoler. Ils n'oseront jamais. Comme si l'histoire n'avait pas prouvé 1000 fois que les États osent tout quand ils estiment que leur survie est en jeu. Mais restons sur du concret. L'Ukraine encore. Fin 2021, les jeunes Ukrainiens vivaient comme vous. Ils allaient en cours, ils sortaient le week-end, ils postaient sur les réseaux sociaux, ils planifiaient leurs vacances. Personne, absolument personne, pensait que quelques mois plus tard, ils seraient entrés sur le front Est. Février 2022, tout bascule. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu des vidéos de jeunes hommes attrapés dans la rue par des recruteurs. Des pères de famille embarqués sous les yeux de leurs enfants. Des étudiants qui n'avaient jamais touché une arme envoyés au combat après une formation express. Des scènes de pleurs dans les bus, direction le front. Ouais, mais c'est l'Ukraine, c'est pas la France. C'est quoi la différence fondamentale? La France est un pays civilisé, l'Ukraine aussi. La France a des institutions démocratiques, l'Ukraine aussi. La France ne ferait jamais ça à ses citoyens, l'Ukraine non plus, jusqu'à ce qu'elle le fasse. La différence entre un pays en paix et un pays en guerre, c'est un événement, une étincelle, un prétexte. On a vu comment les prétextes se fabriquent, comment les opinions se retournent, comment l'impensable devient acceptable en quelques semaines quand la peur s'installe. Les Ukrainiens de 2021 étaient aussi certains que vous que ça n'arriverait pas. Regardez où ils en sont. Quatrième objection. On peut rien faire de toute façon. C'est entre les mains de Dieu. Alors celle-là, je l'entends beaucoup chez mes frères et sœurs musulmans et elle me désole au plus haut point. Parce qu'elle travestit complètement ce qu'est le tawakkul. Le prophète Ali salatu salam, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. D'abord tu attaches, d'abord tu fais les causes, d'abord tu agis avec les moyens que tu as. Et ensuite, une fois que tu as fait ta part, tu t'en remets à Dieu pour le résultat. Ce n'est pas laisse ton chameau en plein désert et dis Inch'Allah. Ce n'est pas
fais rien et attends que le ciel t'envoie une solution. Ce n'est pas non plus de la passivité déguisée en spiritualité. Omar ibn al-Khattab, quand il a vu des gens qui refusaient de fuir une région touchée par la peste en disant on s'en remet à Dieu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qu'on fuit le destin d'Allah vers le destin d'Allah. Que prendre ses précautions, ce n'est pas un manque de foi, c'est de l'intelligence. C'est utiliser la raison que Dieu t'a donnée. Ceux qui te disent À quoi bon se préparer? Ce qui doit arriver arrivera. ils ne comprennent pas leur propre religion. Ils confondent la soumission à Dieu avec la résignation paresseuse. Ils utilisent le vocabulaire de la foi pour justifier leur flemme. Le croyant, lui, il agit jusqu'au dernier souffle. Même si le jour du jugement arrive demain, il plante son arbre aujourd'hui. C'est ça l'enseignement prophétique. Ce n'est pas le fatalisme de canapé. Faut vous réveiller les amis. C'est bien beau de mettre des commentaires pour faire les connaisseurs et je vous rassure, je n'en suis pas un non plus. Je parle juste des fondamentaux. Mais ne me dites pas que ce que vous dites, c'est l'islam. C'est juste du copier-coller TikTok pour les cerveaux atrophiés. Cinquième objection, et celle-là, il fallait que je la place. Celle qui consiste à dire La Russie va nous sauver. Poutine, il résiste au nouvel ordre mondial. C'est le camp du bien contre l'Occident décadent. mes frères et sœurs, s'il vous plaît, si vous pensez ça, asseyez-vous parce que ce que je vais vous dire risque de piquer. Regardez le drapeau russe. Et je ne parle pas des couleurs ni de l'emblème, je parle de l'aigle bicéphale. Deux têtes qui regardent dans des directions opposées. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Ça vient de Byzance, de l'Empire romain d'Occident. C'est un symbole impérial, un symbole de domination, un symbole qui dit nous contrôlons l'Est et l'Ouest. La Russie se voit comme l'héritière de Rome, la troisième Rome plus précisément comme ils le disent. Et Rome, historiquement, ce n'était pas vraiment l'ami des croyants. Est-ce que vous savez ce que représente Moscou pour les Russes? C'est la capitale du plus puissant État orthodoxe indépendant, non hérité après la chute de Constantinople. Constantinople qui était la deuxième Rome. Et leur mission était de protéger les traditions de la Rome impériale ainsi que la loi orthodoxe. Mais laissons les symboles, parlons d'histoire récente. Est-ce que vous vous souvenez de la Tchétchénie? Deux guerres, des villes rasées, Grozny transformé en parking, des dizaines de milliers de musulmans tués, des villages entiers disparus, des femmes, des enfants, des vieillards sous les bombes russes. Et tout ça pourquoi? Parce que des musulmans voulaient leur indépendance. Parce qu'ils refusaient le joug de Moscou. Eh bien, la Russie les a écrasés avec une brutalité que même les Américains ont rarement égalée. L'Afghanistan soviétique, avant les Américains, il y avait les Russes. 10 ans d'occupation, 1 million de morts afghans, des villages gazés, des enfants qui sautaient sur des mines déguisés en jouets. L'armée rouge qui faisait ce que l'armée américaine a fait après, mais en pire. Et surtout avec moins de caméras pour filmer. Parlons également de la Syrie, plus récent, Bachar al-Assad qui massacre son peuple. Et qui est-ce qu'il appelle à l'aide? Les Russes. Ce sont des avions russes qui ont bombardé Alep, des bombes russes qui sont tombées sur des hôpitaux, des écoles, des marchés, des conseillers russes qui ont aidé le régime à tenir pendant que des centaines de milliers de Syriens mouraient ou fuyaient. Et attention, je ne dis pas que ceux qui ont émergé derrière sont des enfants de cœur. Vous savez ce que j'en pense depuis le temps qu'on en parle. Alors quand je vois des frères musulmans qui partagent des vidéos de Poutine en mode Regardez comment il tient tête à l'Occident. qui le voit comme une espèce de héros providentiel, ça fait un drôle d'effet. Vous êtes en train d'applaudir un homme dont les forces armées ont tué plus de musulmans ces 30 dernières années que la plupart des dirigeants occidentaux. Est-ce que l'OTAN, c'est le camp du bien? Non, absolument pas. Les Américains ont leurs mains couvertes de sang musulmans aussi, de l'Irak à la Libye en passant par le Yémen. Je ne suis pas là pour défendre l'Occident ou pour te dire que l'OTAN, c'est les gentils. Mais tomber dans le piège inverse, croire que l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami, c'est une erreur stratégique monumentale. La Russie défend les intérêts de la Russie, point. Elle se fout des musulmans comme de l'an 40. Sauf quand elle peut les utiliser géopolitiquement. Et je vais vous dire le pire, ceux qui aujourd'hui mettent tous les espoirs dans la Russie comme rempart contre l'OTAN risquent d'avoir des suées froides. Parce que quand le bordel que l'OTAN est en train de semer
va vraiment exploser, quand les lignes vont bouger, quand les alliances vont se redessiner, vous allez vous retrouver à devoir choisir entre deux blocs qui, tous les deux, ont prouvé historiquement qu'ils n'avaient aucun respect pour la vie musulmane. Le seul camp sur lequel vous pouvez compter, c'est votre din, votre famille, votre communauté, les gens avec qui vous partagez des valeurs et une vision. Et ni Washington, ni Moscou, ni Pékin viendront vous sauver le jour où ça tournera mal. Ces puissances-là, elles jouent aux échecs et vous, vous êtes des pions. Que vous soyez sur la case blanche ou la case noire, vous restez des pions qu'on sacrifie quand ça arrange la stratégie. Donc arrêtez de chercher un sauveur géopolitique, il n'y en a pas. Il n'y a que vous, votre préparation, votre lucidité et votre confiance en Allah. Le reste, c'est du théâtre pour les masses. Je vais même aller plus loin et m'adresser à ceux qui ont la foi, pas pour faire la morale ou pour jouer à l'imam, que je ne suis pas, mais parce que ce qui arrive ne peut pas se comprendre uniquement avec des analyses géopolitiques et des conseils pratiques. Il y a une dimension qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment saisir ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Surah 13, verset 11, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne modifie pas ce qui est en lui-même. Alors ce verset, on le cite souvent pour motiver les gens à changer, à s'améliorer, à prendre leur destin en main. Et c'est juste, mais ce verset a aussi un autre sens. Un sens qu'on préfère oublier. Si Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas lui-même, ça veut aussi dire que quand un peuple s'enfonce dans l'égarement, quand il persiste dans le mal, quand il refuse de revenir, Allah le laisse s'enfoncer et parfois il envoie ce qui va le réveiller. Regardez autour de vous, regardez où on en est. L'inversion des valeurs est totale. Ce qui était honteux est devenu une fierté. Ce qui était sacré est devenu risible. Ce qui était évident est devenu discutable. On célèbre ce que toutes les civilisations avant nous condamnaient. On moque ce que tous les prophètes ont enseigné. On appelle progrès ce qui est décadence. Et on appelle arriération ce qui est sagesse millénaire. Des hommes qui se disent femmes et on doit l'applaudir. Des femmes qui vendent leur corps sur des plateformes et on appelle ça empowerment. Des enfants qu'on expose à des contenus qui auraient fait rougir des adultes il y a 30 ans. Et on appelle ça éducation. Des familles détruites, des pères absents, des mères seules et on appelle ça liberté. Tout est inversé, tout est retourné, la débauche n'est plus cachée, elle est affichée. Elle est promue, elle est récompensée. Des gens deviennent célèbres et riches en montrant ce que la pudeur commandait de cacher. Des industries entières vivent de l'exploitation des pulsions les plus basses. Et ceux qui osent dire que c'est mal, qu'il y a des limites, que certaines choses ne devraient pas être normalisées, ceux-là sont traités de réactionnaires, d'extrémistes, de dangers pour la société. On a pris la religion pour un amusement, un folklore qu'on sort pour les mariages et les enterrements. Une identité culturelle vide de substance. Des gens qui se disent musulmans, mais qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne connaissent pas 10 versets du Coran, mais connaissent des textes de rap par cœur. Qui vivent exactement comme ceux qui ne croient en rien, mais qui s'offusquent si on leur dit qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ne me juge pas, il y a que Dieu qui juge. Comme si cette phrase était un bouclier magique contre toute remise en question. Le halal et le haram, n'en parlons même pas. C'est devenu optionnel. Des concepts qu'on adapte à son confort. Oui, je sais que c'est haram, mais bon, Dieu il est miséricordieux. Comme si la miséricorde divine était une licence pour faire n'importe quoi. Comme si le pardon effaçait la nécessité du repentir. Comme si on pouvait tricher avec celui qui voit tout. Et vous croyez sincèrement qu'on peut continuer comme ça? Vous croyez que des sociétés peuvent atteindre ce niveau de corruption morale, ce degré de rejet du sacré, cette profondeur de perdition sans qu'il y ait des conséquences? L'histoire est là pour nous répondre. Chaque civilisation qui s'est enfoncée dans la décadence a fini par s'effondrer. Les Romains avec leurs orgies et leur culte du divertissement. Les Perses avec leur arrogance et leur certitude d'être éternels. Les peuples avant eux dont le Coran nous raconte la fin. Ad, Tamoud, le peuple de Lot, le peuple de Noé. À chaque fois, le même schéma. L'avertissement, le déni, la persistance dans l'égarement, puis le châtiment. Et ne croyait-il pas être récité pour un jour terrible? Demande Allah dans Surat Al-Mutaffifin. Non, ils ne croyaient pas. Ils vivaient comme si ce jour n'existait pas. Comme si leurs actes n'auraient jamais de compte à rendre. Et puis le jour est venu.
rue. Ce qui arrive, mes frères et sœurs, c'est peut-être ça. Un rappel à l'ordre. Une secousse pour réveiller ceux qui dorment. Une épreuve pour séparer ceux qui ont vraiment la foi de ceux qui n'en avaient que l'apparence. Et je vais vous dire ce que je pressens, c'est que quand ça va vraiment secouer, quand le confort va disparaître, quand la sécurité illusoire dans laquelle on vit va s'évaporer, beaucoup vont supplier, non pas d'avoir plus d'argent ou un meilleur travail, ils vont supplier pour la paix, pour pouvoir respirer, pour échapper au chaos. Des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas passer une heure sans leur téléphone, qui ont besoin de stimulation permanente, de bruit constant, de distraction continue. Ces gens-là vont rêver de silence. Ils vont fantasmer sur une forêt perdue, une montagne isolée, n'importe où, loin de ce monde devenu fou. La paix intérieure qu'ils ont fui toute leur vie, ils vont la chercher désespérément quand tout le reste sera écroulé. J'ai vu des vidéos de Syrie, d'Ukraine, de Gaza, des gens qui avaient des vies normales, des voitures, des maisons, des projets, et du jour au lendemain, plus rien. Juste la survie. Et dans ces moments-là, vous savez ce qui revient? La prière, le rappel de Dieu. Les gens qui se souviennent soudainement qu'ils sont mortels, qu'ils sont faibles, qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. L'épreuve comme un rappel. Et pour les croyants sincères, ceux qui essaient malgré leur faiblesse, ceux qui luttent contre leur penchant, ceux qui n'ont pas abandonné le combat intérieur, cette épreuve sera autre chose. Une purification, un tamis, une opportunité de prouver que leur foi n'était pas que des mots. Le prophète Ali salatu salam a dit que viendrait un temps où tenir à sa religion serait comme tenir une braise dans sa main. On y est presque. Être pratiquant, assumer ses valeurs, refuser les compromissions, c'est devenu difficile, c'est devenu coûteux socialement, professionnellement, parfois familialement. Et ça va devenir encore plus dur. Mais c'est précisément là que la foi prend tout son sens. Pas quand c'est facile, quand tout le monde autour de toi croit la même chose. Non, c'est quand c'est dur, quand ça coûte, quand tenir debout demande un effort quotidien. Les compagnons du prophète, ils ont été persécutés, torturés, boycottés, exilés. Bilal sous le rocher, en plein soleil du désert, qui répétait Ahad, Ahad, un seul Dieu. Pendant qu'on essayait de le briser, Soumaya, première martyre de l'islam, tuée pour avoir refusé de renier sa foi. Ces gens-là savaient ce que ça coûtait de croire et leur récompense est auprès d'Allah. Nous, on a vécu dans le confort, on a eu la foi facile, héritée, jamais vraiment testée. Peut-être que ce qui vient, c'est notre test. Peut-être que c'est l'occasion de montrer de quoi on est fait. Pas en mourant en martyr, mais en restant debout, en gardant notre humanité quand tout pousse à la perdre, en protégeant nos familles, nos valeurs, nos connexions avec le Créateur, même quand le monde autour s'effondre. Donc oui, ce qui arrive, c'est une épreuve. Mais une épreuve, c'est aussi une opportunité de revenir à l'essentiel, de se débarrasser du superflu, de reconnecter avec ce qui compte vraiment. Les compteurs vont être remis à zéro. Les hiérarchies artificielles vont s'effondrer. L'argent, le statut, les followers, tout ça va perdre son sens quand la réalité brute va s'imposer. Et ceux qui auront quelque chose de solide à l'intérieur, une foi, des principes, une connexion avec le transcendant, ceux-là tiendront. Les autres, ceux qui n'avaient que du vent, ils s'envoleront avec le vent. C'est peut-être exactement ce dont on avait besoin collectivement. Une épreuve assez grande pour nous rappeler qu'on n'est pas les maîtres de ce monde, qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas impunément, que les lois divines ne se négocient pas, ne s'adaptent pas, ne se modernisent pas pour correspondre à nos envies. Alors préparez-vous matériellement, mais préparez-vous spirituellement surtout. Renforcez votre prière, revenez vers le Coran, réparez ce qui doit être réparé dans votre vie, parce que le jour où ça secouera, ce n'est pas votre compte en banque qui vous donnera la paix intérieure, mais votre connexion avec celui qui contrôle tout, y compris ce qui arrive. Donc, tant que les frontières sont ouvertes, tant que les avions volent, tant que votre passeport vous permet d'aller quelque part sans visa ou avec un visa facile, profitez-en. Profitez-en non pas pour fuir définitivement si vous n'êtes pas prêt à le faire, mais juste pour aller voir, pour vous rendre compte, pour casser cette prison mentale qui vous fait croire que vous n'avez pas d'alternative. Parce que le jour où les frontières se fermeront, le jour
où voyager deviendra compliqué, cher, surveillé, ce sera trop tard pour aller voir, pour explorer les options. Vous serez coincé avec l'image que vous vous êtes faite du monde depuis votre salon. Et cette image, elle sera fausse. Avant de conclure, je veux adresser une question qui revient constamment dans vos commentaires, surtout de la part de mes frères et sœurs musulmans. Est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce qu'on approche de la grande Malhama, du Mahdi, du Dajjal? Et je comprends pourquoi vous posez ces questions. Quand vous voyez le monde actuel, quand vous observez l'inversion totale des valeurs, le mensonge institutionnalisé, l'injustice triomphante, eh bien vous avez envie de vous raccrocher à une grille de lecture qui donne du sens à tout ça. Et l'eschatologie islamique offre cette grille. Elle nous dit que tout ça était prévu, annoncé, et qu'il y a une finalité derrière le chaos apparent. Mais je vais être honnête avec vous, parce que ce n'est pas le moment de raconter n'importe quoi pour faire des vues. Les signes mineurs de la fin des temps, ceux que le prophète alayhi salatu salam a décrits, on les observe depuis des décennies. L'inversion des valeurs, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. La généralisation de l'usure au point que personne n'y échappe complètement. Les constructions qui rivalisent de hauteur dans des terres où les bédouins gardaient des chameaux. La confiance accordée aux traîtres et retirée aux gens dignes. Les femmes habillées mais nues. L'ignorance se répand tandis que la connaissance authentique disparaît. La multiplication des tremblements de terre, des conflits, des fitnas, tout ça, c'est coché. On y est depuis un moment déjà, mais les signes majeurs, le Mahdi, le Dajjal, la descente de Isa alayhi salam, Gog et Magog, le soleil qui se lève de l'ouest, ça, mes amis, on n'y est pas. Et je ne dis pas ça pour rassurer ou pour minimiser. Je dis ça parce que c'est la réalité théologique. Les signes majeurs, quand ils arriveront, seront d'une évidence absolue. Le Dajjal, ce ne sera pas une figure ambiguë que certains voient et d'autres non. Ce sera un événement planétaire impossible à ignorer. La descente de Isa alayhi salam, ce ne sera pas un tweet ou une apparition contestée. Ce sera une réalité que tout le monde devra affronter. Ces signes sont appelés majeurs précisément parce qu'ils dépassent l'échelle de ce qu'on connaît. Et il n'y aura pas besoin de décrypter des couvertures de magazines pour les identifier. Ce qui se prépare maintenant, à mon sens, c'est une grande fitna. Une épreuve collective majeure. Des guerres, des bouleversements, des effondrements de systèmes qu'on croyait solides. Peut-être la fin d'un cycle historique, la fin de l'hégémonie occidentale, la fin d'un certain monde, mais pas nécessairement la fin. Pas nécessairement le prélude immédiat au grand signe. Et vous savez quoi? Même si c'était les derniers temps, même si on était à quelques années des signes majeurs, qu'est-ce que ça changerait à ce que nous devons faire maintenant? Absolument rien, parce que l'enseignement prophétique est limpide là-dessus. Le hadith est connu. Si le jour de la résurrection arrive et que l'un d'entre vous a une graine dans la main, qu'il la plante. Même si c'est la fin, même si tout s'écroule, tu plantes ta graine. Le croyant n'est pas celui qui attend passivement que Dieu résolve ses problèmes. C'est celui qui agit avec les moyens dont il dispose jusqu'au bout et qui s'en remet à Allah pour les résultats. C'est la définition même du tawakkul. L'action suivie de la confiance, pas la passivité déguisée en foi. Les compagnons du prophète, ils savaient que la fin du monde viendrait un jour. Est-ce que ça les a empêchés de construire une civilisation, de conquérir des territoires, de développer des sciences, une architecture, une littérature, de planifier sur des générations? Non. Ils ont agi comme s'ils allaient vivre 1000 ans, tout en sachant qu'ils pouvaient mourir demain. C'est ça l'équilibre islamique. Ce n'est pas le fatalisme résigné de ceux qui disent dans les commentaires « À quoi bon ?» Ça, c'est l'islam couscous. Ça fait la brinque toute l'année et ça devient pieux le mois de Ramadan parce qu'il y a la table à snapper chaque soir. Mais ce n'est pas non plus l'attachement maladif à ce monde de ceux qui oublient l'au-delà. C'est un entre-deux, une conscience de l'éternité qui n'empêche pas d'agir dans le temporel. Donc arrêtez de vous demander si c'est la fin des temps, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, avec ce que nous savons et ce que nous avons. Alors pour ceux qui attendent des solutions, vous l'aurez constaté, la vidéo est déjà très longue. Et selon moi, très peu vont aller jusqu'au bout. Les solutions, sans vouloir jouer au sauveur que je ne suis pas, j'en parlerai, mais à une seule condition. Si je sens qu'il y a une vraie attente.
Faire une vidéo de ce niveau demande un temps que vous ne mesurez pas. Et la faire pour parler dans le vide, ce n'est pas une option pour moi. Du moins, ça ne l'est plus. Ce sera aussi un test simple. Voir qui va réellement jusqu'au bout et qui se contente d'écouter à moitié. Si vous êtes concerné, dites-le clairement dans les commentaires. Si il y a une demande réelle, assumée, je le ferai. Et il faut comprendre une chose, tout le monde n'en est pas au même point. Il y a ceux qui commencent à ouvrir les yeux. Il y a ceux qui survivent depuis des années en finissant les mois au centime près. Les étudiants, les mères isolées, ceux qui ont pris l'habitude de tuer le temps plutôt que de l'utiliser. Et puis, il y a ceux qui cherchent vraiment, qui creusent, qui ont déjà compris certaines choses, mais à qui il manque encore des informations solides pour avancer concrètement. Ces contenus peuvent servir à cela, mais il faut être honnête. Une partie n'en fera rien. Comme à chaque fois. Quand des opportunités réelles ont été partagées sur cette même chaîne, seule une minorité les a saisies. Les autres ont hoché la tête, puis sont repartis scroller sur des vidéos de chats. Donc je vais conclure ici avec quelques réflexions. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez eu pas mal d'informations, notamment les réponses aux objections classiques, ainsi qu'une mise en perspective eschatologique. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez décider que tout ça c'est exagéré, que Kamel il fume, que les gens comme moi voient le mal partout. Vous pouvez retourner à votre vie normale, scroller sur votre téléphone, regarder votre série du soir, planifier vos prochaines vacances comme si de rien n'était. C'est votre droit le plus absolu. On vit encore dans un pays où vous avez le droit de fermer les yeux si vous le souhaitez. Mais si vous faites ce choix, assumez-le. Assumez que vous avez eu accès à l'information et que vous avez choisi de l'ignorer. Assumez que des gens ont essayé de vous prévenir et que vous avez préféré écouter ceux qui vous disaient ce que vous vouliez entendre. Assumez que si demain ça tourne mal, vous ne pourrez pas dire « Je ne savais pas ». Vous saviez, vous avez juste choisi de ne pas voir. Et si vous êtes de l'autre côté, si ce que j'ai dit résonne avec ce que vous avez observé vous-même, si vous avez cette même intuition depuis un moment que quelque chose cloche mais que vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus, alors c'est le moment de passer à l'action. Mais pas demain, non, maintenant. Parce que l'histoire, elle se fout de vos plans, elle se fout de votre calendrier, elle se fout que vous ne soyez pas prêts. Ceux qui ont fui l'Allemagne en 1935 ont survécu. Ceux qui se disaient « attendons de voir » en 1938 ont souvent pas eu cette chance. Ceux qui ont quitté Saïgon avant la chute ont refait leur vie ailleurs. Ceux qui ont attendu le dernier moment se sont retrouvés sur le toit de l'ambassade américaine à supplier qu'on les prenne dans un hélicoptère. L'histoire est remplie de gens qui ont vu les signaux et qui ont agi. Et des gens qui ont vu les mêmes signaux et qui ont hésité. Les premiers racontent leur histoire à leurs petits-enfants. Les seconds sont des statistiques dans les livres. Je ne peux pas vous forcer à agir, ni même vous forcer à voir ce que vous ne voulez pas voir. Tout ce que je peux faire, c'est mettre l'information devant vous aussi clairement que possible et vous laisser votre responsabilité d'adulte. Cette responsabilité, elle vous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Pas à moi, pas à l'État, ni même à votre famille. C'est à vous. Qu'Allah vous guide vers les bonnes décisions, qu'il protège vos familles et vous donne la lucidité et le courage d'agir tant qu'il est encore temps. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.